Le site internet international. Lacléinternation.org, qui vous propose différents sujets d'information sur l'organisation de la société humaine, en français, en italien, en espagnol, en portugais, en anglais, en espéranto, et la Clé France, qui est la collectivité laïque équitable pour la France et pour tous les pays francophones, le Canada, la Belgique, la Suisse et les pays de l'Afrique francophone, ainsi que pour tous les francophones des autres pays du monde. Après vous avoir présenté Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Cette collection numérisée accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 et aussi en collection luxe tout en couleur. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et aussi l'audition de la seconde collection. Les populations esclaves. Son livre 1, Économie. Son livre 2, Entité. Son livre 3, Science. Son livre 4, Social. Son livre 5, Spiritualité. Cette collection numérisée est accessible et téléchargeable gratuitement, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Elle est également confectionnée en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. Au format A4 ou en livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Et son ouvrage humanoïde. Numérisé et accessible en téléchargement gratuit, en lecture e-book, au format PDF, sur le site lacléinternation.org. Également confectionné en livre broché et accessible chez Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur. Livre français, Philippe Vaisseau. En livre de poche. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Tous ces ouvrages sont également en conférence vidéophonique, répartis par chapitre, sur YouTube. Nous vous proposons maintenant le dernier ouvrage, Esclavoïde du même auteur. Vous pensez tout savoir sur le fonctionnement de la société française? Vous allez avoir des surprises. Vous voulez connaître comment la société française est organisée. Pourquoi elle est organisée de cette manière? Par qui elle est ainsi organisée? Pour qui elle est organisée de cette façon-là? Quelles sont les finalités d'une telle organisation? Les réponses à toutes vos questions se trouvent dans ce dernier ouvrage. Esclavoïde. Avertissement. Jacques Guillemin, ex-officier de l'armée de l'air. Pilote de ligne retraité. Lettre de Jacques Guillemin adressée à Monsieur le Premier ministre Édouard Philippe. Monsieur le Premier ministre. Vous venez de nous livrer un discours pitoyable comme on en voit peu. Alors que le pays est au bord de l'explosion, que la fracture sociale est totale et que bientôt la fracture identitaire, que vous niez depuis toujours, va désintégrer la nation, vous venez d'ajouter à l'arrogance de l'exécutif envers les gilets jaunes une humiliation sans précédent. Vous croyez vraiment que le compte y est avec quelques miettes jetées à des millions de gilets jaunes en train de crever? Oui, je dis bien à des millions de gilets jaunes. Car quand 75% de la population soutiennent encore le mouvement, malgré vos tentatives de le discréditer, malgré les insultes de vos sbires qui les ont traînés dans la boue, on ne parle plus de 10 000 ou 15 000 gilets jaunes autour des ronds-points, mais de dizaines de millions de Français, travailleurs et retraités, jeunes et vieux, de droite comme de gauche, qui soutiennent sans restriction ce cri de détresse de tout un peuple abandonné par une caste dirigeante, arrogante et méprisante qui s'enrichit toujours plus et laisse crever le peuple. Ils vous l'ont dit pendant 3 semaines. Ils sont en train de crever?
Le 20 du mois, ils doivent choisir entre manger, se chauffer ou faire le plein. Mais vous êtes incapables de comprendre ça. Les caisses sont vides. Mais à qui la faute? Vous avez dilapidé l'héritage des 30 glorieuses, quand la France avait le 5e niveau de vie au monde, derrière les États-Unis, le Luxembourg, la Suisse et la Suède. Aujourd'hui, les gilets jaunes ont le frigo vide. Qui a fait venir des millions d'immigrés sans diplôme ni qualification, la plupart incapables de s'intégrer dans une économie moderne et performante et qui vont gonfler le flot des assistés. Vous l'ignorez sans doute, mais selon l'INSEE, le social représente 4% des revenus d'un natif, mais 22% des revenus d'un immigré africain. Cette immigration bas de gamme coûte plus cher en social que sa contribution au PIB. Elle ne fait qu'appauvrir le pays en le nivelant par le bas. Le taux d'emploi des natifs est de 85%, celui des immigrés de 65%. Vous accueillez des illettrés à l'heure du numérique. Votre discours n'était que dissimulation sur les véritables causes de votre impuissance à satisfaire les gilets jaunes. C'est l'immigration de pauvres qui nous a ruinés. Car ces gilets jaunes, c'est à eux que vous faites supporter le coût démentiel de l'immigration, 100 milliards par an, chiffre jamais démenti officiellement. Les gilets jaunes paient 1038 milliards de taxes et impôts. Où vont-ils, puisque vous n'en avez jamais assez? Contrairement à votre discours sur la hausse des salaires, il est prouvé que le niveau de vie a baissé de 440 € depuis 2008. Depuis 40 ans, la France emprunte pour maintenir à crédit le niveau de vie. Depuis 40 ans, elle paie 40 milliards d'intérêts à ses créanciers, étrangers pour la plupart. 2 points de PIB. Plus que la croissance qui est de 1,6%. Difficile de s'en sortir dans ces conditions, surtout quand on charge la barque avec toute la misère du monde qui vient profiter de l'Eldorado social. Les caisses sont vides. Mais fermez donc les frontières au lieu d'aller à Marrakech signer le pacte sur les migrations, un torchon onusien qui va signer notre arrêt de mort en légalisant l'immigration clandestine et en accordant le statut de réfugié aux migrants économiques. Car au final, c'est bien un droit que l'ONU accorde à tous les migrants et un devoir de les accueillir qu'elle impose aux pays signataires. Supprimez l'AME, qui coûte 1 milliard chaque année et soigne les sans-papiers couverts à 100%, alors que plus d'un tiers des Français diffèrent leurs soins faute de moyens. Arrêtez de payer des retraites de 830 € à des étrangers, 1300 pour un couple, qui n'ont jamais cotisé ni travaillé en France. Ça vous permettra d'annuler la hausse de CSG sur les retraites et le gel des revalorisations. Vous saignez des retraités qui ont travaillé pendant 45 ans, sans connaître les 35 heures ou les 5 semaines de congés payés. Faites donc la traque aux faux mineurs isolés qui représentent 60% des MNA, selon le Sénat. Vous n'avez pas un sou à donner aux gilets jaunes, mais en 2017 vous avez dépensé 1250 milliards pour accueillir 25 000 mineurs isolés et en 2018 la facture sera de 2,5 milliards. Dont plus de 2 milliards pour les faux mineurs. Et pendant ce temps, 25 000 de nos paysans sont en faillite et les suicides se multiplient, mais ce sont des gilets jaunes, ils peuvent donc crever en silence. 350 € par mois pour un paysan qui trime 15 heures par jour sans vacances, mais 50 000 € par an pour chaque MNA. De l'argent, pour l'immigration de masse, il y en aura toujours. Les gilets jaunes paieront. Du moins c'est ce que vous pensiez jusqu'à la révolte. Vous attirez toute l'Afrique. Mais peut-être ignorez-vous que le milliard d'Africains produit moins de richesses chaque année que ne produisent nos gilets jaunes qui sont les forces vives de la nation. Nous leur devons tout. Ils sont ouvriers, paysans, infirmiers, policiers, chauffeurs routiers, commerçants. Ce sont eux qui ont fait de la France la 5e puissance économique du monde que vous êtes en train de détruire avec l'immigration de pauvres totalement inutile. En Afrique, le PIB par habitant, c'est 1 000 € par an, en moyenne, beaucoup moins au Sahel. Et vous vous étonnez que le tsunami migratoire s'amplifie. Votre politique est pitoyable, elle va détruire la France. La mise à sac des beaux quartiers de Paris, c'est votre faute. La colère des gilets jaunes accablés de taxes et impôts, c'est votre faute.
Les 4 morts et les centaines de blessés, c'est votre faute. Le ras-le-bol des forces de police, dont les effectifs ont été laminés et qui travaillent dans des conditions déplorables, c'est votre faute. L'effondrement du niveau scolaire et l'islamisation de l'école, c'est votre faute. Les 1000 agressions gratuites par jour, c'est votre faute. Les familles juives qui fuient le 9-3 pour leur sécurité, c'est votre faute. Le terrorisme qui a fait 250 morts et 1000 blessés depuis 2015, c'est votre faute. L'explosion des mini-califats qui envahissent les banlieues, c'est votre faute. La fracture identitaire et la dislocation de la nation, c'est votre faute. La faute collective de toute une caste méprisante qui se croit revenue à l'ancien régime et s'octroie de plus en plus de privilèges, comme l'a montré la scandaleuse affaire Benalla. Soi-disant un simple porteur de bagages, avec appartement de fonction, voiture avec chauffeur, port d'armes, badge d'accès à l'Assemblée, grade de lieutenant-colonel de réserve à 26 ans. Du n'importe quoi. Oui, tous ces mots, ces fléaux, vous en êtes tous responsables car votre seule obsession c'est de promouvoir le mondialisme et le multiculturalisme quel qu'en soit le prix pour les natifs. Emmanuel Macron est au service de l'Union européenne et du grand capital. Et votre seul combat c'est celui que vous menez contre les patriotes et les identitaires, ces salauds de populistes qui ont le culot de défendre leur identité et leur culture, et que les juges rouges harcèlent en permanence pendant que les vrais racailles, qui pourrissent la vie des Français, sont remises en liberté après un simple rappel à la loi. Notre justice du « mur des cons » est tombée tellement bas qu'un immigré peut violer une jeune gamine de 15 ans en toute impunité, parce qu'il n'a pas les codes. Castaner n'a vu que des néo-nazis chez les gilets jaunes. Mauvaise pioche. Parmi les 400 manifestants arrêtés, aucun crâne rasé avec tatouage de croix gammée. Darmanin, encore plus nul, a fait de la surenchère. Sous les gilets jaunes, il y a des chemises brunes. Mais le pompon revient à votre porte-parole Benjamin Griveaux. Certaines personnes arborant un gilet jaune remontaient les Champs-Élysées avec des drapeaux en disant « On est chez nous ». Cela appartient à une extrême droite identitaire. Et ceux-là, nous les combattrons à chaque minute, à chaque heure et à chaque journée de ce quinquennat, jusqu'au bout. Agiter un drapeau en clamant « On est chez nous » va bientôt mener au tribunal. Après la dictature de la pensée, on passe au cran supérieur, comme à Cuba. Vous rendez-vous compte, Monsieur le Premier ministre, combien ces déclarations sont grotesques, mais aussi insultantes pour les gilets jaunes. Vous rendez-vous compte que des millions de gilets jaunes sont dans la désespérance pendant que vos sbires les insultent et les méprisent. Mais où donc êtes-vous allé chercher de telles nullités qui ne comprennent rien à rien? Il aura fallu que Paris s'embrase pour qu'ils réalisent enfin qu'ils étaient à côté de la plaque et que la situation devenait gravissime. Mais qu'allez-vous faire quand les banlieues vont s'embraser à leur tour, comme en 2005, mais à la puissance 10, alors que 5000 armes de guerre dorment dans les caves? Si vous êtes incapable de gérer un paisible mouvement des gilets jaunes, ce n'est plus l'état d'urgence qu'il faudra décréter, c'est l'état de siège. Votre incompétence et votre manque de jugement font peur. Pour conclure, quelles que soient les mesures que vous prendrez, Emmanuel Macron ne renouera pas avec le peuple. Vous l'avez trop méprisé et trop insulté. C'est fini, le divorce est définitif. Et la rupture va s'aggraver avec la mondialisation et l'immigration que vous souhaitez amplifier. Le monde nouveau de Macron, c'est en marche vers la catastrophe sociale et identitaire. On se demande s'il a tous ses esprits. Jacques Guillemin. Édito. Si nous rapportons l'intégralité, dans son intégrité, de cette lettre ouverte, publiée sur Internet, nous en laissons aussi l'entière responsabilité à son auteur. Ce document va cependant permettre d'apporter un niveau de connaissances et de compétences sur de nombreux sujets sociétaux liés aux politiques françaises, mais pas seulement qu'à elles, à travers cet ouvrage très condensé, esclavoïde. Il est numérisé et accessible par téléchargement gratuit, en lecture e-book, au format PDF. Il est aussi confectionné en livre broché et vendu par Amazon, au coût de fabrication et d'expédition, sans droit d'auteur ni d'éditeur, livre français, Philippe Vaisseau.
Il est également en conférence vidéophonique sur YouTube, consultable sur smartphone, tablette, ordinateurs et tout téléviseur connecté à Internet. Note de l'éditeur. Préface. Un schéma fonctionnel. Philippe, l'auteur de tous ces ouvrages, présentés en tête de ce dernier, Esclavoïde, n'avait pas pour vocation de rédiger. Parce qu'il ne comprenait pas les raisons des dysfonctionnements de la société humaine, il a voulu en savoir un peu plus. Lorsqu'il est enfin parvenu à admettre quels étaient les modèles de fonctionnement, philosophiques, économiques, politiques, religieux, social et scientifiques, il a pensé qu'il lui devenait essentiel de devoir en témoigner. Il croyait que le milieu scientifique permettrait une saine évolution de la société humaine, mais il découvrit des informations complètement contradictoires sur ce sujet. L'organisation scientifique n'a pas de définition exhaustive et elle ne représente pas un modèle social de référence, ni pour l'individu ni pour la collectivité humaine. Pourtant, son modèle de systématisation de la connaissance pourrait nous laisser penser que l'humanité, dans son positionnement parmi les autres espèces vivantes, serait une espèce plus valorisée. Il convient cependant de savoir que la vérité n'est jamais bonne à dire. Qu'il est surtout interdit de l'écrire. Il est pourtant prépondérant d'être toujours en mesure de chercher à la connaître. Bien que d'un fonctionnement particulièrement diversifié et de cultures très différentes, l'espèce humaine semble se diriger vers une oligarchie dirigeante globalisée, au niveau de toute la planète. Les questions qui se posent alors sont de savoir, comment sera organisée la société humaine à l'avenir, par qui elle sera dirigée et pour qui elle le sera. Est-ce que le schéma restera celui du système monétaire utilisé pour les échanges des biens et des services ? Est-ce que celui du modèle économique restera identique, avec les mêmes acteurs religieux et politiques, sous-jacents? Si les bases philosophiques organisationnelles n'évoluent pas, rien ne permettra un changement indispensable. Les oligarchies dirigeantes actuelles participent à une rétention de l'information et même à une désinformation systématique. Cela concerne de nombreuses avancées technologiques, complètement occultées, qui pourraient être utilisées pour le bien-être de l'ensemble de la société humaine. Les sources d'information, et de l'investigation en particulier, doivent provenir essentiellement de documentations indépendantes permettant une analyse par comparaison avec aussi, le cas échéant, une référence à des versions officielles. L'investigation permet de recueillir un volume de renseignements conséquent. Toutefois, les sources doivent rester secrètes. Elles sont un gage de sécurité. La structure des faits évoqués est primordiale en raison de son éventuel impact. La recherche de la vérité passe par des observations, des analyses, des hypothèses, des théories et des expérimentations. L'écriture en général, et d'un roman en particulier, est un moyen parmi bien d'autres, d'analyser et de transmettre de l'information. Pourtant, cet ouvrage n'a pas pour objet d'imposer un point de vue. Son aspect, un peu déroutant, permettra de respecter les valeurs de chacun, sans aucune volonté de chercher à convaincre. Cet ouvrage, Esclavoïde, a pour seule ambition de pouvoir comprendre comment fonctionne notre société française et par qui elle est ainsi organisée, car la France n'est pas la seule nation à être confrontée aux bouleversements sociétaux. Mais surtout pour qui est-elle organisée de la sorte ? Comment, pourquoi, par qui, pour qui ? Les réponses se trouvent dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel, les populations esclaves, dans Humanoïdes et Esclavoïdes. Ils contiennent des informations très importantes, auxquelles vous pourrez vous référer. Toutefois, il vous faudra convenir par avance, que des erreurs auront pu s'y glisser et que la devise d'un roman, consiste à ce que toute ressemblance, avec des lieux ou des personnes, ne serait et ne sera que pure coïncidence. À bon entendeur, bonne lecture, ou bonne écoute. Cette préface est plus complète dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Les populations esclaves. Humanoïdes. Préambule. Des organisations sociales humaines. Un modèle philosophique. Il englobe tous les domaines de la pensée spéculative et conceptuelle.
Il établit des disciplines autonomes, dans les différents domaines de la connaissance. Il pourrait être considéré à l'origine de tous les modèles organisationnels de la société humaine. Un modèle politique. Il est l'organisation du pouvoir des États, par l'établissement de la souveraineté des pays et de leurs territoires. Il détermine et justifie l'idéologie et les concepts d'une nation. Les fondements et les prises de décision sont déterminés par l'influence et le pouvoir de chaque doctrine préétablie. Le modèle politique se détermine par la mise en place de régimes aussi divers qu'influents. Ils sont désignés sous le nom de démocratie, totalitarisme, nationalisme, capitalisme, socialisme, communisme, etc. Il met en œuvre les règles de droit administrant l'ensemble de la population de chaque pays. Il est le gouvernement des communautés de population. Il établit les valeurs morales publiques. Un modèle religieux. Il serait apparu dès la préhistoire et aurait établi les bases d'une vie sociale entre les groupes d'individus pour créer des communautés avec leurs rites, leurs coutumes, leurs codes, leurs mythes et leurs dogmes. Elles étaient souvent polythéistes à l'origine. Les plus répandues, actuellement, sont monothéistes et, de ce fait, plus influentes. De nombreuses communautés religieuses se sont organisées dans le temps, des plus insignifiantes aux plus importantes. Certaines de ces communautés sont devenues institutionnelles. Elles influencent la société humaine et parfois elles l'organisent. Les 4 principales religions contemporaines regroupant le plus d'adeptes sont le christianisme, 1,7 milliard, l'islam, 1 milliard, le bouddhisme, 350 millions, le judaïsme, 15 millions. Toutefois, elles correspondent à différentes tendances et influences dont le nombre d'adeptes n'est pas en rapport. Il s'agit, en réalité, d'un système de croyances et de pratiques, fondé sur la relation à un être suprême en se référant souvent à un lien entre un monde naturel et un monde spirituel. Un modèle économique. Paradoxalement, le modèle économique repose sur des valeurs subjectives. Les standards peuvent être indépendants tout en étant tributaires des variables conjoncturelles, sociales, techniques, géographiques et météorologiques. Aussi leurs prévisions sont-elles sujettes aux différentes variables auxquelles elles sont associées et de leurs interdépendances. D'où l'extrême complexité de ces standards et de la propagation des erreurs. Ceci explique que les prévisions macroéconomiques soient aussi aléatoires, à court, moyen ou long terme, malgré l'efficacité des prévisions statistiques analytiques. Le dynamisme économique est tributaire des ressources, des coûts d'exploitation et de la compétition, mais surtout du principe monopolistique. Un modèle incohérent, la science. La science ne retient pour vrai que ce qu'elle peut modéliser et vérifier. Elle est un ensemble de lois, confirmées ou infirmées par des expériences, permettant d'identifier les critères essentiels, dont les termes apparaissent ambigus. Elle n'a pas de définition exhaustive. Elle n'est pas un modèle social de référence. Elle n'a pas d'autonomie. Sa fonction est tributaire des choix des autorités ou des groupes d'intérêt qui l'utilisent. Pourtant, son modèle, de systématisation de la connaissance et de l'organisation, est plus ancien que celui des autres modèles. Il serait là, dès l'origine de l'humanité et de son positionnement parmi les autres espèces vivantes. Il établit continuellement des théories qu'il s'ingénie ensuite à relier entre elles, afin de trouver une explication rationnelle entre l'origine humaine et sa relation avec l'univers, de l'infiniment grand à l'infiniment petit et inversement. Toutefois, sa tâche est exponentielle et vraisemblablement, également infinie. Seule, une interdépendance des interdisciplinarités peut devenir admissible. Cependant, sa recherche fondamentale apparaît plus crédible que les croyances dogmatiques, admises indiscutablement, jusque-là. Il conviendrait d'établir un pouvoir de la connaissance, malgré les valeurs aléatoires des prédictions de ces théories, non confirmables à un instant, pourvu qu'elles ne soient pas des spéculations. Ainsi, le modèle cosmologique décrivant le moment de la naissance de l'univers, par une explosion initiale et ensuite de son évolution expansionniste apparaît le plus en accord avec les observations de sa structure actuelle. Il en va de même pour l'évolution des espèces.
L'organisation du monde vivant, sur notre planète, s'établirait sur une continuité dans l'organisation la plus simple jusqu'à la plus complexe, dans une sélection naturelle par les mécanismes de l'environnement et des facultés d'adaptation, avec tous les bouleversements métaboliques appropriés. Il est, néanmoins, une prévision à prendre en considération, c'est celle, très prochaine à l'échelle universelle, de l'extinction de l'espèce humaine, mais pas seulement qu'elle. Un modèle idéologique, l'éducation. Dans ses principes fondamentaux, le système éducatif français précise qu'il est obligatoire. Il est laïque et gratuit. Les personnels chargés de l'enseignement ainsi que les élèves sont soumis à une neutralité d'opinion, avec toutefois une liberté d'enseignement reconnue aux établissements privés. Dans le préambule de la Constitution française de 1958, il est précisé que « la nation garantit l'égal accès de l'enfant et de l'adulte à l'instruction, à la formation professionnelle et à la culture ». Une loi de 2013 lui fixe comme mission première à tous les niveaux de scolarité de transmettre les valeurs de la République, de redéfinir les programmes, de développer le numérique éducatif et de reconstruire la formation des enseignants. Elle fait de l'école primaire une priorité pour améliorer les fondamentaux et prévenir la difficulté scolaire. La lutte contre le décrochage, l'éducation prioritaire, l'amélioration des rythmes scolaires sont aussi des objectifs affirmés au service de la réduction des inégalités. Enfin, est soulignée l'importance de rapprocher l'éducation et l'économie pour favoriser l'emploi des jeunes. Chapitre 1. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Son préambule. Les représentants du peuple français, constitués en Assemblée nationale, considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements, ont résolu d'exposer, dans une déclaration solennelle, les droits naturels, inaliénables et sacrés de l'homme, afin que cette déclaration, constamment présente à tous les membres du corps social, leur rappelle sans cesse leurs droits et leurs devoirs, afin que les actes du pouvoir législatif et ceux du pouvoir exécutif, pouvant être à chaque instant comparés avec le but de toute institution politique, en soient plus respectés, afin que les réclamations des citoyens, fondées désormais sur des principes simples et incontestables, tournent toujours au maintien de la Constitution et au bonheur de tous. En conséquence, l'Assemblée nationale reconnaît et déclare, en présence et sous les auspices de l'être suprême, les droits suivants de l'homme et du citoyen. Article 1. Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Article 2. Le but de toute association politique est la conservation des droits naturels et imprescriptibles de l'homme. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Les autres alinéas se trouvent dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Les populations esclaves. Humanoïdes. Note de l'éditeur. Article 17. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Ce sont là de très bonnes intentions pouvant, le cas échéant, servir de référence, mais que très rarement appliquées dans les faits. Le Conseil national de la résistance. Le programme du Conseil national de la résistance a défini, entre autres éléments, au 15 mars 1944. 4. Afin d'assurer l'établissement de la démocratie la plus large en rendant la parole au peuple français par le rétablissement du suffrage universel. La pleine liberté de pensée, de conscience et d'expression. La liberté de la presse, son honneur et son indépendance à l'égard de l'État, des puissances d'argent et des influences étrangères. La liberté d'association, de réunion et de manifestation. L'inviolabilité du domicile et le secret de la correspondance. Le respect de la personne humaine. L'égalité absolue de tous les citoyens devant la loi. 5. Afin de promouvoir les réformes indispensables. A. Sur le plan économique. L'instauration d'une véritable démocratie économique et sociale, impliquant l'éviction des grandes féodalités économiques et financières de la direction de l'économie.
Une organisation rationnelle de l'économie assurant la subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général et affranchie de la dictature professionnelle instaurée à l'image des États fascistes. L'intensification de la production nationale selon les lignes d'un plan arrêté par l'État après consultation des représentants de tous les éléments de cette production. Le retour à la nation des grands moyens de production monopolisés, fruits du travail commun, des sources d'énergie, des richesses du sous-sol, des compagnies d'assurance et des grandes banques. Le développement et le soutien des coopératives de production, d'achat et de vente, agricoles et artisanales. Le droit d'accès, dans le cadre de l'entreprise, aux fonctions de direction et d'administration, pour les ouvriers possédant les qualifications nécessaires, et la participation des travailleurs à la direction de l'économie. B. Sur le plan social. Le droit au travail et le droit au repos, notamment par le rétablissement et l'amélioration du régime contractuel du travail. Un rajustement important des salaires et la garantie d'un niveau de salaire et de traitement qui assure à chaque travailleur et à sa famille la sécurité, la dignité et la possibilité d'une vie pleinement humaine. La garantie du pouvoir d'achat national pour une politique tendant à une stabilité de la monnaie. La reconstitution, dans ses libertés traditionnelles, d'un syndicalisme indépendant, doté de larges pouvoirs dans l'organisation de la vie économique et sociale. Un plan complet de sécurité sociale visant à assurer à tous les citoyens des moyens d'existence, dans tous les cas où ils sont incapables de se le procurer par le travail, avec gestion appartenant aux représentants des intéressés et de l'État. La sécurité de l'emploi, la réglementation des conditions d'embauchage et de licenciement, le rétablissement des délégués d'atelier. L'élévation et la sécurité du niveau de vie des travailleurs de la terre par une politique de prix agricoles rémunérateurs, par une législation sociale accordant aux salariés agricoles les mêmes droits qu'aux salariés de l'industrie, par un système d'assurance contre les calamités agricoles, par l'établissement d'un juste statut du fermage et du métayage, par des facilités d'accession à la propriété pour les jeunes familles paysannes et par la réalisation d'un plan d'équipement rural. Une retraite permettant aux vieux travailleurs de finir dignement leurs jours. C. Une extension des droits politiques, sociaux et économiques des populations indigènes. D. La possibilité effective pour tous les enfants français de bénéficier de l'instruction et d'accéder à la culture la plus développée, quelle que soit la situation de fortune de leurs parents, afin que les fonctions les plus hautes soient réellement accessibles à tous ceux qui auront les capacités requises pour les exercer et que soit ainsi promue une élite véritable, non de naissance, mais de mérite, et constamment renouvelée par les apports populaires. Cette analyse est plus complète dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Les populations esclaves. Humanoïdes. Note de l'éditeur. Le CNR étant le principe fondateur d'une forme idéalisée de l'État-nation qui définit la défense de la liberté, l'instauration de droits économiques et sociaux, le suffrage universel, une subordination des intérêts particuliers à l'intérêt général, une nationalisation des grands moyens de production économique, des sources d'énergie, des assurances et des banques, une sécurité sociale et un droit au travail accompagné d'un droit à une retraite honorable ainsi que d'un syndicalisme indépendant, une instruction généralisée et obligatoire d'une culture intellectuelle pour tous. Il s'agissait, à cette époque, d'encadrer toutes les bonnes volontés, pour en réunir ces intentions dans un même texte identifié, d'une coagulation volontaire. En avant donc, dans l'union de tous les Français. Nota, extrait des Jours heureux. Là encore, les faits actuels sont bien différents. Un respect constitutionnel. Le Conseil national de transition de France. L'article 11 de la Déclaration de 1789 devant ici être rappelé. La communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme, tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi.
toutes les mesures ont d'ores et déjà été prises pour offrir au peuple de France la garantie que cette transition se fera dans l'ordre et le calme, que toutes les structures nationales seront préservées et que ce Conseil national de transition n'aura d'autre essentiel objectif immédiat que de rendre au peuple sa véritable souveraineté en instaurant l'organisation nécessaire à la création et à la proclamation d'une nouvelle constitution établie et démocratiquement approuvée par l'ensemble de tous les citoyens de France. Précision, en raison de l'illégitimité du gouvernement depuis 2007 et de toute l'institution judiciaire et administrative par voie de conséquence, ce Conseil national de transition n'aurait aucune validité s'il était reconnu par l'État français actuel, sa promulgation ne peut être qu'internationale. Elle s'est donc effectuée par simple déclaration auprès de l'ONU et des 35 pays les plus importants. Déclaration du CNT à l'ONU. A. Monsieur le secrétaire général des Nations Unies. Considérant le préambule de la Charte des Nations Unies. Résolu à proclamer à nouveau notre foi dans les droits fondamentaux de l'homme, dans la dignité et la valeur de la personne humaine, dans l'égalité de droits des hommes et des femmes, ainsi que des nations, grandes et petites. Et rappelant que dans son préambule, la Constitution de la Ve République dispose que « le peuple français proclame solennellement son attachement aux droits de l'homme et aux principes de la souveraineté nationale tels qu'ils sont définis par la Déclaration de 1789, confirmée et complétée par le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, ainsi qu'aux droits et devoirs définis dans la Charte de l'environnement de 2004. Que la déclaration de 1789 présente comme « naturel, inaliénable et sacré » un ensemble de droits individuels et collectifs. Nous, peuple de France, tenons à informer la Cour internationale de justice, organe judiciaire principal des Nations Unies, de la violation flagrante, grave et réitérée, des droits fondamentaux de l'homme, protégés dans notre pays par cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, en vigueur et au plus haut de la hiérarchie des normes, notamment depuis le 13 décembre 2007, date à laquelle un traité dit « Traité de Lisbonne » a été imposé à notre nation malgré un refus clairement et démocratiquement exprimé par les Français le 29 mai 2005. Et qu'en conséquence, la majorité du peuple français se trouve depuis cette date dans un état d'oppression. Rappelant aussi que l'article 2 de cette Déclaration des droits de l'homme et du citoyen considère la résistance à l'oppression comme un droit naturel et imprescriptible de l'homme. Qu'un ancien président de la République française a créé une entité internationalement reconnue, le Conseil national de transition, pour donner un cadre légitime à cette résistance à l'oppression. Cette analyse est plus complète dans Alerte, le triptyque humaniste existentiel. Les populations esclaves. Humanoïdes. Note de l'éditeur. Au nom du peuple de France représenté par une majorité de 55% ayant voté « non » lors du référendum de mai 2005. Pour le collectif de citoyens du Conseil national de transition France, le 29 septembre 2015. Un peuple qui élit des corrompus, des renégats, des imposteurs, des voleurs et des traîtres, n'est pas victime. Il est complice. George Orwell. Chaque personne devenant collaborationniste devient un collabo du pouvoir central, c'est-à-dire un ennemi du peuple. La lâcheté est le seul ennemi de la paix. Ne serait-ce là qu'une utopie peu convaincante? Un modèle organisationnel. Comment mieux s'organiser? Chaque citoyen à partir de 18 ans, à déterminer, désigne parmi ses connaissances 3 personnes, ou plus, aux qualités compatibles avec l'intérêt général. Il ne s'agit pas forcément de compétences. Les qualités recherchées seront par exemple, l'honnêteté, la bravoure, le désintéressement, la patience, l'ouverture au débat, la capacité d'analyse, etc. Nous en connaissons tous autour de nous. Contrairement à une élection, personne n'est candidat. Les parlementaires, ministres ou juges, en exercice actuellement, ne peuvent être désignés. De cette liste, seront tirées au sort, les personnes devant former l'Assemblée constituante. Il s'agira, ainsi, d'une Assemblée constituante désintéressée et représentative du peuple.
Leur mission sera d'écrire la nouvelle Constitution. À l'issue du processus d'écriture, le texte de la nouvelle Constitution sera soumis au peuple par référendum. Ceux qui auront écrit et voté la Constitution ne seront, par voie de conséquence, pas désignables pour assumer des charges publiques ultérieures. À l'issue de cette première étape, d'autres personnes seront désignées pour appliquer la Constitution. Nous aurons alors une liste de personnes, composée de femmes et d'hommes de toutes origines et de tous statuts sociaux. Chacune de leurs actions sera contrôlée et ils pourront être révoqués, selon un processus défini par la Constitution. La République française est laïque. La nation confie à l'école la mission de faire partager aux élèves les valeurs de la République. 1. La France est une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l'égalité devant la loi de tous les citoyens sur l'ensemble de son territoire. Elle respecte toutes les croyances. 2. La République laïque organise la séparation des religions et de l'État. L'État est neutre à l'égard des convictions religieuses ou spirituelles. Il n'y a pas de religion d'État. 3. La laïcité garantit la liberté de conscience pour tous. Chacun est libre de croire ou de ne pas croire. Elle permet la libre expression de ses convictions, dans le respect de celles d'autrui et dans les limites de l'ordre public. 4. La laïcité permet l'exercice de la citoyenneté, en conciliant la liberté de chacun avec l'égalité et la fraternité de tous dans le souci de l'intérêt général. 5. La République assure dans les établissements scolaires le respect de chacun de ses principes. 6. La laïcité de l'école offre aux élèves les conditions pour forger leur personnalité, exercer leur libre arbitre et faire l'apprentissage de la citoyenneté. Elle les protège de tout prosélytisme et de toute pression qui les empêcherait de faire leur propre choix. 7. La laïcité assure aux élèves l'accès à une culture commune et partagée. 8. La laïcité permet l'exercice de la liberté d'expression des élèves dans la limite du bon fonctionnement de l'école comme du respect des valeurs républicaines et du pluralisme des convictions. 9. La laïcité implique le rejet de toutes les violences et de toutes les discriminations, garantit l'égalité entre les filles et les garçons et repose sur une culture du respect et de la compréhension de l'autre. 10. Il appartient à tous les personnels de transmettre aux élèves le sens et la valeur de la laïcité, ainsi que des autres principes fondamentaux de la République. Il veille à leur application dans le cadre scolaire. Il leur revient de porter la présente charte à la connaissance des parents d'élèves. 11. Les personnels ont un devoir de stricte neutralité, ils ne doivent pas manifester leurs convictions politiques ou religieuses dans l'exercice de leurs fonctions. 12. Les enseignements sont laïques. Afin de garantir aux élèves l'ouverture la plus objective possible à la diversité des visions du monde ainsi qu'à l'étendue et à la précision des savoirs, aucun sujet n'est a priori exclu du questionnement scientifique et pédagogique. Aucun élève ne peut invoquer une conviction religieuse ou politique pour contester à un enseignant le droit de traiter une question au programme. 13. Nul ne peut se prévaloir de son appartenance religieuse pour refuser de se conformer aux règles applicables dans l'école de la République. 14. Dans les établissements scolaires publics, les règles de vie des différents espaces, précisées dans le règlement intérieur, sont respectueuses de la laïcité. Le port de signes ou tenues par lesquels les élèves manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit. 15. Par leurs réflexions et leurs activités, les élèves contribuent à faire vivre la laïcité au sein de leur établissement. S'agirait-il, là aussi, d'une entreprise utopique de plus? Des organisations de personnes. L'association est une organisation de personnes ayant une même volonté d'action, pour un même objectif. L'association est à l'organisation sociale ce que la famille est à l'organisation humaine. Les deux organisations vont dans le même sens. La famille est une cellule humaine, l'association est une cellule sociale. La famille est une union entre deux personnes pour fonder une famille, c'est la cellule familiale.
L'association est une union entre plusieurs personnes pour fonder une cellule sociale. La cellule familiale est reconnue, juridiquement, par l'acte de mariage. Tout comme la cellule sociale est reconnue, juridiquement, par ses statuts. Dans sa conception, une association a pour mission de réunir des compétences diverses afin de développer son rôle d'organisation. Dans la pratique, les associations sont souvent utilisées, comme tremplin, pour une promotion personnelle. Une discipline rigoureuse y est souvent établie, n'ayant plus de référence, avec son rôle principal de modèle démocratique. Sa vulnérabilité économique la contraint, généralement, à faire appel à des subventions locales ou à des sponsorings. Un collectif est aussi un ensemble de personnes qui se réunissent pour réfléchir et agir devant une situation face à laquelle ils sont conscients qu'agir individuellement ne serait pas efficace. Les personnes constituant ce collectif ont un but commun, mais pas forcément les mêmes méthodes puisqu'ils viennent d'horizons différents et c'est dans la confrontation des divers points de vue que l'action sera créée. La première étape de formalisation d'un collectif est de se mettre d'accord sur ce qui constitue l'identité du collectif, et d'en créer un texte de référence. La grande force et la grande souplesse des collectifs, c'est de n'être organisé par aucune structure et de n'avoir, contrairement aux associations, aucun statut à respecter. Le but commun est le point de rencontre de la réflexion et de l'action. Il n'y a pas de responsable élu ou désigné une fois pour toutes. Mais il y a des gens qui prennent des responsabilités, qui font des propositions soumises aux réflexions des autres personnes constituant le collectif, des décisions sont ensuite prises à la majorité des présents dans les réunions. Il n'y a pas de représentants de partis, de syndicats, d'associations ou de personnages socialement supérieurs, tout le monde se retrouve au même niveau social. Cependant, il convient d'observer que les cas avérés sont peu persistants. Une situation. Chaque organisation correspondrait à une situation déterminée. Les inquiétudes des dirigeants, stigmatisant la surpopulation de certains continents, est-elle fondée? Les études s'appuient sur la pauvreté pour justifier une surpopulation. Le malthusianisme s'appuyait sur le fait d'une progression de population, toujours supérieure à leurs ressources alimentaires. Ce déséquilibre engendrant les disparités et provoquant des famines, des épidémies et des guerres. Il était même estimé que ces situations sociales étaient des régulateurs automatiques d'ajustement entre le niveau de population et celui de la nourriture. En fait, en 2 siècles la population humaine a progressé de 6 milliards, soit 6 fois plus. Or, malgré ce constat, le pourcentage de population souffrant de malnutrition est en constante régression. Ce pourcentage est passé de 20% à 9%, soit actuellement 665 millions de personnes sous-alimentées. La croissance démographique ne serait donc pas la principale raison d'une sous-alimentation de la frange de population paupérisée et en déficit alimentaire. La famine actuelle serait plutôt le résultat de volonté dans des inorganisations des dirigeants ou alors par leur simple volonté. Leur système de spéculation et leur réseau de distribution étant volontairement déficitaires. Il suffirait donc d'agir sur ces 2 facteurs, que sont la distribution et la spéculation, pour faire disparaître la malnutrition sur notre planète. Si l'explosion démographique continue, une partie des populations manquera d'eau potable et c'est déjà le cas, notamment sur le continent africain. Il est estimé que 40% des populations seront en pénurie d'eau au milieu de ce siècle. Notre planète ne manque pas d'eau, mais sa répartition est très inégalement partagée. Les infrastructures de collecte de l'eau sont soit inadaptées, soit inexistantes, soit mal utilisées. Ce sont souvent des eaux mal épurées. Pendant le même temps, l'agriculture consomme 60% de l'eau propre rendue disponible. Toutefois, aucun conflit causé par la pénurie d'eau n'a encore été constaté, sauf peut-être en Palestine. Cette pénurie d'eau pouvant, le cas échéant, s'ajouter à des conflits armés, déclarés ou latents. Heureusement, des accords de coopération réciproque sont souvent utilisés pour résoudre les problèmes des approvisionnements. L'eau ou la malnutrition ne sont donc pas les raisons pouvant faire croire à la surpopulation de la planète.
Un troisième élément est toutefois à prendre en considération, c'est celui d'une hyperpollution de la planète. La Terre nous fournit de l'eau, de la nourriture, des matières premières et des énergies fossiles, mais parviendra-t-elle à absorber et recycler nos déchets ? Nous devons tous nous responsabiliser, à devoir déterminer d'autres modèles, tenant compte de l'équilibre des capacités de notre planète, au regard des exigences de l'humanité. Une enquête sur les énergies renouvelables aurait fait le lien avec le démantèlement du service public de l'énergie. Elle démontre comment l'industrie des éoliennes est devenue une véritable rente pour hommes d'affaires peu scrupuleux à la fois de l'environnement et des conditions de travail des salariés. Il poursuit sa réflexion sur la privatisation des barrages hydroélectriques, reconduite par l'ex-ministre Nicolas Hulot, et sur la manière dont elle prive les citoyens d'une énergie peu chère et effectivement renouvelable, au profit de grandes entreprises comme Total, des fonds de pension ou des divers détenteurs de capitaux ravis de ce cadeau inespéré, la cession des barrages. En matière d'écologie, la transition énergétique est l'un des grands sujets abordés à longueur de queue. Nos sociétés seront-elles capables de basculer d'un régime d'énergie fossile à un nouveau modèle basé sur les énergies renouvelables ? La question est discutée depuis des décennies, les rapports et les expérimentations concrètes se succèdent. L'Allemagne aurait le prix de l'électricité le plus élevé. Sa production est exclusivement assurée par le charbon et le lignite, avec une émission de 700 millions de tonnes de CO2 annuelles. Le système économique a simplement perverti l'organisation en se faisant délivrer des quotas, bidons, à l'aide de l'habituelle corruption. Les 14 000 usines de l'Union européenne auraient toutes reçu des permis à polluer supérieurs à leurs réelles émissions de CO2. Non seulement ces entreprises n'ont pas eu à acheter des droits à polluer, mais elles ont pu revendre leur surplus non utilisé. Ce sont les pouvoirs publics qui ont attribué les quotas. Il n'y a donc eu aucune diminution de CO2 dans les pays de la Communauté européenne, depuis l'instauration de la taxe carbone. Un cimentier français aurait donc reçu, pour ses 38 usines disséminées en Europe, en 4 années, 485 millions d'euros, par la seule revente de ses quotas excédentaires. Le directeur général de la Commission européenne pour le climat trouve cette situation normale puisque ces bénéfices réalisés par les entreprises européennes devraient leur permettre d'investir dans des moyens de production moins polluants. Tout en reconnaissant qu'aucun moyen de contrôle sur l'utilisation de ces profits financiers n'aurait été envisagé. Il se félicite même d'avoir pu ainsi conserver les entreprises en Europe, alors qu'elles auraient pu être tentées de partir investir ailleurs. C'est en effet l'argument développé par les lobbyistes. Une production mondiale de matières plastiques serait créée continuellement, à raison de 10 tonnes chaque seconde. Or, les responsables de ces productions ne se considèrent pas responsables de ces déversements intempestifs. Ils en laissent la responsabilité aux utilisateurs. Les producteurs ne peuvent en rien être considérés comme responsables. Tel est le slogan des lobbyistes chargés de la promotion des matières plastiques. La matière plastique est constituée d'un grand nombre de composants, tous plus polluants et persistants, les uns que les autres, et ils ne sont pas biodégradables. Ce sont les gens qui sont responsables de la pollution, c'est à eux d'y mettre fin. L'activité économique permet une production des biens et des services. Une valeur monétaire repose sur le niveau de confiance établi par ses utilisateurs, par la coutume et surtout par les pouvoirs publics qui déterminent son unité de compte et qui déterminent aussi son unité de paiement. Cela explique les divergences de valeur monétaire entre les pays. Mais au fait, qui crée la monnaie ? C'est exclusivement les banques privées qui ont la faculté de créer la monnaie qu'ils prêtent. Les banques nationales sont chargées de réguler les émissions monétaires et leur volume ainsi que la création des billets et des pièces. La masse monétaire est constituée de l'ensemble des moyens de paiement mis à la disposition des différents acteurs économiques. Le prix établi sur les marchandises et les services sont le résultat d'un taux d'échange, lui-même établi par la valeur monétaire. Il est évidemment le résultat de la confrontation entre les possibilités de l'offre et celles de la demande. Les pouvoirs publics sont aussi des mécanismes de régulation.
Toutefois, que le régime soit en situation d'équilibre, de monopole ou d'oligopole, les prix sont d'abord fixés par les producteurs et les vendeurs qui souvent orientent également la demande. Nota. Tous les textes sont des extraits d'idées émises par diverses personnalités provenant de plusieurs sources. En ce qui concerne les images d'illustration présentes dans cet ouvrage, elles appartiennent exclusivement à leurs auteurs respectifs. Elles ne sont utilisées qu'à titre illustratif, ne transgressant aucune législation en vigueur. Il convient de remercier le très grand nombre de personnes ayant contribué, directement ou indirectement, à la confection de cet ouvrage. Cette liste est beaucoup trop importante pour pouvoir y être transcrite. Ce dernier ouvrage, Esclavoïde, est téléchargeable gratuitement, au format PDF, en lecture e-book sur le site internet lacléinternation.org. Il est également accessible en livre broché, au format livre de poche chez Amazon, livre français, Philippe Vaisseau. À un tarif promotionnel, actuellement, au quart du tarif en librairie. Vous pouvez aussi cliquer sur le logo « Livre Amazon » dans la page d'accueil de notre site internet. lacléinternation.org. La totalité de cet ouvrage est en conférence vidéophonique sur YouTube et répartie par chapitre. Le